Ça andi a anda a andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda a anda a andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et si la vraie aventure migratoire, c'était pas l'Europe, pas les États-Unis, mais l'Afrique elle-même? Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel qui casse tous les codes. Il est burkinabé. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il est tout simplement africain. Son nom est Abdel Nasser Ouedraogo. C'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Il a même été mon formateur et ensuite mon superviseur dans la même boîte de télécommunications. Donc, je parle d'une vraie ressource, un vrai bosseur, un spécialiste de la tech. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il y a plus de 10 ans, Nasser a posé ses valises en Égypte. Pas à Paris, vous l'aurez compris, pas à Londres, pas à New York, mais au Caire, en Égypte. Il a commencé dans un call center et aujourd'hui, il cofonde une entreprise d'intelligence artificielle. Dans cet épisode, on va aller au fond des choses, son parcours. D'abord, comment un jeune homme du Burkina se retrouve à construire sa vie au Caire, en Égypte. Les choix qu'il a faits, les moments où tout aurait pu basculer. On va parler de ce que c'est vraiment de vivre à l'étranger en Afrique. On va parler de ses ambitions parce que Nasser ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Il a une vision pour le continent. Et on va parler de son regard sur l'Afrique. Bonjour et bienvenue sur Trazekli Tuteli Diallo. Salut Nasser, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue. Bonjour à tout le monde et bonjour à toi, Telly. Vraiment un plaisir pour moi d'assister à ce podcast, pour être honnête, Ouais. et surtout venant de toi. Et merci pour la présentation. Merci d'être présent. Comme je le disais dans l'intro, on se connaît depuis plusieurs années maintenant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai étudié et travaillé en Égypte. J'ai commencé dans un cabinet d'avocats au Caire et ensuite j'ai rejoint une société d'externalisation. Je laisserai Nasser en parler parce qu'il maîtrise mieux ce qu'on faisait là-bas. Et c'était une société d'externalisation de services en télécommunication. Et quand je suis arrivé dans cette boîte, Nasser était déjà en poste. Il était déjà responsable et il était déjà formateur. Et c'est lui qui m'a formé avec une vraie pédagogie et sur des sujets très techniques d'ailleurs en fait, pour ne pas dire technologiques. Franchement, c'était pas évident pour quelqu'un qui est voilà loin de tout ça quoi, genre comme moi. Et depuis, avec Nasser, on a gardé le contact. Et donc, c'est un vrai plaisir de l'avoir ici aujourd'hui. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous apprendrez aussi avec lui, avec son parcours. Alors, Nasser, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter en quelques mots, comme tu le feras à quelqu'un qui te rencontre pour la première fois. Bien sûr. Alors, donc, je commence déjà par me présenter. Mon nom, je m'appelle Abdel Nasser Ouedraogo. Né et grandi au Burkina, donc précisément à Ouagadougou. Et disons que ça fait maintenant plus de, on va dire, 15 ans que je suis en Égypte. Euh, Franchement, disons que j'ai travaillé, actuellement je travaille en fait en tant qu'ingénieur chez Concentrix, ingénieur Microsoft pour être précis. Et je travaille sur la technologie Exchange Online de Microsoft 365, donc pour des clients d'entreprises à travers le monde. En parallèle, j'ai justement cofondé Anya AI, qui est une boîte que j'ai lancée en fin 2025, donc début 2026, et pour concevoir justement
des sites web, et des plateformes SaaS, donc pour dire, et des produits d'intelligence artificielle en long. Mais honnêtement, si je dois me présenter, bon, Oui. pour dire plus simple, je suis quelqu'un qui est parti de Ouaga avec une valise et qui est passé plus d'une décennie à construire, brique par brique, dans un pays qui n'est pas le mien. C'est remarquable. On va revenir, on va remonter le fil, on va parler de tout ça. Euh, euh, Avant d'ailleurs, en fait, de parler de l'Égypte ou de la tech, de l'IA, c'est ton domaine. J'ai envie qu'on revienne à la base, à l'origine. Tu disais voilà, que tu es né et tu as grandi au Burkina. Et moi, je pense que voilà, parce que derrière le parcours là, derrière ce profil qu'on voit sur LinkedIn ou ce que tu fais aujourd'hui, il y a voilà ton pays, il y a voilà cette culture que tu portes et cette façon d'être au monde qu'on ne choisit pas, mais voilà qu'on porte partout où on va. Et donc, comme tu le dis, tu es burkinabé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi venir du Burkina Faso? Qu'est-ce que tu emportes encore aujourd'hui? Grande question. Venir du Burkina Faso, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Déjà, pays des hommes intègres. Donc, l'intégrité est le salut pour nous. Nous, Burkinabés, on considère que être intègre, c'est la voie. C'est la voie qui va mener à une certaine forme de résilience, une fierté tranquille. Je ne cherche pas à m'exposer, certainement. Donc, le plus important pour moi, c'est d'avoir justement cette personnalité que j'incarne en moi-même, qui est ma personne, qui incarne également mes origines, que je ne réunirai jamais, peu importe le nombre d'années que je ferai ailleurs. Et cette identité des hommes intègres, c'est pas juste un slogan, Ouais, ouais, ça ouais. m'habite. Donc, et ça, cela m'a permis d'être justement ce que je suis aujourd'hui. Et grâce à ce que je vois présentement avec l'avancée, la médiatisation qui se produit, qui se prolifère vis-à-vis du Burkina Faso Ouais, avec notre président Ibrahim Traoré, son Traoré, Excellence ouais. Ibrahim Traoré, qui fait un excellent travail, qui d'ailleurs, au passage, je profite pour Ah. justement remercier pour son, fait pas de la politique, mais Oui, je oui. profite Ah, vraiment écoute, pour t'as le remercier droit. Merci. Donc, c'est pas de la politique, mais j'essaie juste de dire que c'est vraiment un président que j'apprécie et que vraiment je souhaite beaucoup de bonnes chances dans sa position présidentielle et que franchement, il arrive à sortir justement la tête haute de tout ce Oui, qu'il a mis comme plan oui. pour rehausser en fait le niveau de vie au Burkina Faso. Donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi de dire que je suis burkinabé partout et ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai toujours mon sous-vêtement que je porte avec Burkina Faso écrit derrière. Et je me Ok. balade avec et franchement, j'apprécie. Je vois. Ouais, C'est la grande fierté, quoi. tout à fait, tout Ouais, à c'est fait. bien normal. C'est très intéressant, franchement, parce que c'est vrai que tu es l'une des, enfin, après toi, avant, je crois, ces dernières années, j'ai rencontré aussi des amis burkinabés, mais je crois que c'était la première personne à toujours, voilà, personne d'origine burkinabé que je rencontrais et que j'ai côtoyé au fond. Même si, voilà, j'ai été à Ouaga une fois, de passage, en tout cas, je connais pas trop le Burkina, mais j'avoue que j'ai été vraiment ravi de t'avoir rencontré, de te rencontrer parce que, comme je disais, en fait, on a travaillé ensemble. Et je confirme, voilà, comme tu le dis, hein, Burkina, en fait, le pays des hommes intrigues, c'est vraiment pas que voilà un slogan, c'est pas un slogan. Moi, je pense que voilà, l'intégrité, tu le vis et tu le vis même au-delà du Burkina. Et d'ailleurs, c'est pour ce qui t'a permis aujourd'hui de vivre dans ce pays en Égypte depuis depuis plus de 10 ans et de travailler dans des boîtes voilà, dans des grandes boîtes où tu es resté plusieurs années. C'est aussi l'intégrité en fait qui permet de rester autant dans une boîte avec une certaine confiance et avec une certaine évolution. Et donc, comme tu le dis aussi, voilà,
On a l'espoir en tout cas que les choses vont changer et que le Burkina et que tous les pays, en tout cas de la sous-région, pourront sortir de la crise que nous connaissons. Et on va remonter le fil et parce que l'Égypte, c'est pas le choix le plus évident. On est d'accord quand on est burkinabé et quand on décide de partir. Et la plupart des gens pensent à l'Europe, à l'Amérique du Nord, parfois à l'Afrique du Sud, pas le Caire, pas l'Égypte. Alors, comment tu arrives en Égypte? C'était un choix, une opportunité ou un simple hasard comme ça? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le point de départ de tout ça? Une excellente question, pour être honnête. Bon, disons que si je commence par expliquer une chose, que mon domaine principalement n'était pas l'informatique ou la technologie, non. Mon Ok. domaine primaire était le sport, le foot. Ah ouais. Alors c'est une chose, c'est un passage que bon, beaucoup de gens ignorent, mais je fus effectivement footballeur et j'ai joué pro au Ghana. Et du Ghana, c'est en 2008-2009, donc après avoir joué pro, que j'ai décidé justement d'essayer un autre pays, beaucoup plus, on va dire, plus rentable et on va dire avec des meilleures pratiques footballistiques, on va dire. Fait que donc, d'où la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu à Dubaï, mais ce fut quand même une expérience assez complexe à Dubaï, parce que à Dubaï, quand j'y étais en 2010, si je me trompe pas, oui, ce fut assez difficile, étant donné la vie, le niveau de vie, et pour quelqu'un qui vient pour se chercher dans le milieu du foot, il fallait quand même avoir un certain nombre de relations. Ouais. Donc, chose que je n'en avais pas. Bon, malheureusement, j'ai été contraint de retourner chez moi au pays suite à cette expérience-là. Et une fois au pays, j'ai décidé maintenant de voir d'autres opportunités. Pour être honnête, je n'avais jamais eu en tête de partir en Égypte. Ok. J'avais plus j'avais plus des contacts en Irak, au Brésil, mais bon, disons que j'ai été justement bien conseillé par mes parents Ok. qui ont totalement refusé l'Irak. Ah ouais. Et effectivement, le lendemain, ben, j'ai reçu justement un message d'un manager ici qui me disait, OK, pourquoi pas de venir en Égypte? Voilà. Et il m'a envoyé tout ce qu'il fallait. Je suis allé prendre le visa. Et voilà pourquoi et comment je me retrouve ici, en Égypte, en 2000, on va dire en 2012 pour être précis. Donc, début 2012, vers la fin du mois de janvier, que je suis arrivé ici. Et une fois arrivé ici, j'ai justement commencé à mettre en pratique mon plan de football et j'avais des tests, etc. Mais sauf qu'il faut comprendre une chose, l'homme propose et Dieu dispose. Ouais. C'est Absolument. que, disons que j'avais des blessures au genou, donc les tests ne pouvaient pas être aussi concluants que ça. Mais on se remet pas juste à un seul point en tant que Oui. tel. Bon, j'ai passé pratiquement une année dans le vide où j'étais dans la phase de j'essaye de trouver un club de foot. Et plus tard, j'ai été contacté par des amis, des frères ivoiriens qui m'ont conseillé pourquoi ne pas venir travailler dans le call center. Au début, j'étais pas du tout intéressé, pour être honnête. Ok. Et passer une année, c'est après cela que je voyais la nécessité de me brancher avec ça, d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Ouais. J'aime bien la technologie. Et oui, j'adore la technologie. C'est vraiment un domaine qui avait toujours qui attirait toujours mon attention, qui avait Et, beaucoup d'intérêt dans mon et ça, état. c'était bien avant que tu arrives en Égypte. Exact. Tu voyais cette technologie autour de toi et même si c'était pas ton domaine où tu disais en fait tu étais sportif, mais et tu t'intéressais indirectement peut-être à la tech quoi depuis tout jeune peut-être au Burkina. Exactement. Donc, depuis tout jeune, je m'intéressais toujours. C'est vrai que j'ai fait un bac C, mais Ok. j'avais vraiment voulu faire un bac H.
Donc, chez nous, H, c'est pour dire l'informatique en tant que telle. Euh, Le bac et C oui, et le bac j'ai fait C, le bac C. c'est... Mhm. Ok, Oui, d'accord. vas-y. Non, j'essaie juste en fait de comprendre comment ça se passe parce que voilà, c'est vrai que j'ai reçu plusieurs nationalités ici et je vois le Ouais, système. À chaque fois, je pose la question de savoir euh, comment est construit le système éducatif parce qu'il n'est pas le même en fait dans tous les pays francophones, tout à surtout fait. ouest africains quoi. Tout à fait. J'ai reçu un Congolais qui m'a parlé de leur système éducatif. Et d'ailleurs, tu es le deuxième Burkinabé parce que j'ai reçu Faris Ouattara aussi, un ami à moi qui vit au Canada et qui aussi, voilà, et d'ailleurs qui m'a parlé un peu du système éducatif au Burkina. Et donc, je pense à ça, quoi. C'est-à-dire, quand on parle de l'Afrique, les gens pensent que c'est un même pays, enfin, c'est un seul pays, quoi. Alors que c'est plusieurs pays avec voilà, certes, des ressemblances, enfin, mais il y a quand même des différences, et que ce soit sur le plan éducatif ou sur certains domaines aussi. Exact. Le bac C, mais avant, tu t'intéressais à la tech, et puis après, bah, tu arrives à faire l'université avant de partir ou... Oui, Ok, effectivement, en faisant le bac C, donc qui est la série scientifique du bac, donc la série scientifique du bac, j'ai fait l'université, j'ai commencé une première année de droit. ok. Et suite à la fin de l'année, j'ai voulu changer pour aller en psychologie parce que je me trouvais pas trop, on va dire, avocat. C'était pas vraiment mon domaine de prédilection pour être Ah honnête. ça, je savais pas du tout, tu avais commencé par le droit parce que j'ai fait des études de droit aussi. Oui, effectivement. Ben, j'avais commencé en Ouais, droit, mais ok. c'est pas du tout mon domaine de prédilection. Et ça, je sens, oui, je sais que toi, tu l'avais fait, effectivement. Ouais, ouais. Mais après, j'ai voulu tenter la psychologie. Ben, ok, ça va, mais c'était pas également mon domaine. Mon vrai domaine, c'était l'informatique. Mais Ouais, disons-nous la vérité, l'informatique n'était pas ouais, un ouais. sujet À l'époque qui était surtout. développé exactement. Donc, ce qui faisait que j'ai dû mettre tout ça de côté, essayer de poursuivre mon rêve de vivre autrement. Donc, en allant dans le sens du football, qui aussi était une activité qui m'intéressait énormément. Et d'ailleurs, Ok. je continue à en faire. Hein. Donc, même à cet âge-là, je Bah, continue. c'est souvent, hein, t'es en pleine Ouais. forme. J'essaye. C'est pas évident avec le Je sais travail. que t'es un vrai sportif, ouais. J'adore. Mais je savais pas que t'étais pro, quoi. T'étais parti pour être un vrai pro, voilà. Comme tu Ouais, disais, en fait, voilà. L'homme propose, Dieu dispose. Les tout à fait. blessures te rattrapent et puis après, voilà, tu te Exact. retrouves obligé de changer de domaine et de Exactement. prédilection, ouais. Tout à fait. Bah, et après, bon, voilà, ce qu'il y a, c'est que avec le conseil de mes confrères, j'ai dit, OK, allons, on va commencer à travailler. Donc, voilà, me voici en Égypte et j'embranche déjà un projet de travail avec une compagnie qu'on va taire le nom peut-être, Ouais. qui justement, bon, voilà, bon, parce qu'on n'est pas là pour faire la publicité, mais plutôt À moins qu'il qu'il fasse, je sais pas, qu'on leur fasse une vraie facture là, pour la pub. Allez, voilà. vas-y. Voilà. Donc, c'est après avoir commencé, j'étais dans mon élément. Déjà, lors de l'interview, au moment où je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour le domaine informatique, c'était à ce moment-là. Lors de l'interview, j'étais venu pour le service à la clientèle, qui était un service relativement lié en fait, à la communication avec le Ouais. client, ce qui est basique, bon, pas de dépannage technique et tout. Et j'ai rencontré le client et le client qui m'a fait l'interview naturellement. Ah Et ouais, ok. ouais. Et suite à l'interview, ben il m'a posé des questions techniques. Ben il voyait que je m'en sortais. Il dit OK, ben pourquoi pas le soutien technique. J'ai dit OK, il y a pas de souci. Allons au soutien technique alors. Je n'avais pas en fait une vision de qu'est-ce que je voulais quand je partais à ce call center là. Mais c'est eux qui m'ont guidé. Bon, Ok. disons, eux qui m'ont guidé, mais la réalité est tout autre. C'est sûr et certain que c'était déjà prédéfini, donc Ok. c'était le destin. Et hamdoullah, et voilà, j'ai commencé le soutien technique. On va parler de ça un peu, mais avant,
avant qu'on en arrive là, et comme tu disais, en fait, voilà, tu es parti, bah, tu avais plusieurs propositions, où tu voyais plusieurs pays vers lesquels tu pouvais aller en tant que professionnel, mais tes parents t'ont aidé au niveau de la décision. Et du coup, voilà, je voulais savoir justement, quand tu leur as dit voilà, que tu pars en Égypte, parce que bah, certes, ils ont contribué peut-être à la décision en fait d'aller vers l'Égypte au lieu d'aller vers l'Irak ou le Brésil ou autre pays. Quelle a été leur réaction? Pas que les parents, peut-être au niveau de l'entourage même familial, quelle a été la réaction voilà, dans la famille? Et quand tu leur annonces que tu pars en Égypte. Parce que dans nos familles africaines, il faut le dire, hein, on a souvent une image très précise de ce que doit être la réussite à l'étranger. Et le Caire, l'Égypte, c'est rarement, en tout cas, dans le scénario prévu, quoi. Comme je disais tantôt, le plus souvent, en fait, quand on est en Afrique, quand on décide de partir ou quand on a envie de partir du continent, on pense souvent à l'Europe, aux États-Unis. Et donc, là, au niveau de ton entourage, quelle a été la réaction? Parce qu'en fait, c'est une question qui m'intéresse, que je t'avais dit, en fait, le podcast, je l'ai créé à l'occasion de la sortie du mois de livre. Donc, c'est une question, en fait, qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, comment l'entourage, la famille s'implique dans la prise de décision des jeunes aujourd'hui qui partent du continent? Comment voilà, ils réagissent Chose à dire, beaucoup d'inquiétude, beaucoup. Ouais, Ça, c'est normal. ouais, c'est normal. Ouais. On est là-bas, tu connais quelqu'un là-bas. Ok. Comment tu vas t'en sortir? Ben, les parents s'inquiètent parce qu'ils voient que le jeune garçon qui est en face d'eux a maintenant grandi et il va à l'extérieur pour vivre seul. Là, c'est un nouveau départ en fait pour lui. Comme tout parent, une inquiétude s'installe, mais en même temps aussi, cette inquiétude-là n'est pas euh, un blocus qui fera de sorte que le parent décide non, tu n'iras pas, tu vas rester au pays. Non, au contraire, ils t'appuient par leur prière, par leur soutien moral, psychologique. Mais je vais juste raconter une petite anecdote. Oui. Le jour de mon départ ou la veille de mon départ, tout était prêt, billet d'avion, hôtel, etc. Tout était prêt. Et la nuit, la veille de mon départ, j'étais dans ma chambre et j'ai reçu un appel de ma maman. Bon, c'est vrai, on était dans la même maison, c'est juste qu'elle était Oui. dans la grande cour familiale et moi j'étais dans une dépendance. Donc, fait que j'ai reçu un appel qui me disait, il était minuit à peu près, Ah oui. Abdel Nasser, lève-toi, regarder, allume la télé, regarde un tout petit peu ce qui se passe en Égypte. Bon, c'était effectivement la débandade dans ce jour-là parce qu'il y avait un problème concernant justement le football et le pays Ah était oui. tombé en ville morte. Ouais. Ah oui. Et c'était assez complexe et elle me demandait, là son inquiétude a encore plus augmenté. Elle se disait, dessus. J'ai dit à maman, c'est déjà tout est fait, donc je vais y aller seulement. Oui. Et je donne tout, tout est dans les mains de notre Créateur et voilà. On espère que tout ira bien. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que, voilà, je me retrouve ici, malgré tout. En plus, t'es arrivé à une période où c'était pas aussi évident sur le plan politique, sécuritaire. On va pas rentrer dans le détail, mais on a connu voilà cette période où il y avait quand même pas mal d'incertitudes ou d'instabilité. Et moi, je me rappelle aussi, je me souviens de quand je discutais avec mon frère, enfin quand je lui ai dit bah je partais au Caire en fait pour une formation et tout ce qui est autour quoi. Et sa question, c'était est-ce que tu vois ce qui se passe là-bas? Parce qu'en fait, quand on est, genre, tu vois, dans un pays comme la Guinée, on parle de l'Égypte, on pense un peu, voilà, à tout ce qui se passe au Moyen-Orient, quoi. Et donc, les gens écoutent beaucoup, RFI. Donc lui, il me disait que, voilà, tu entends ce qui se passe là-bas, il y a l'insécurité et tout ce qui est autour, mais, après, moi, je disais souvent, en fait, que quand on fait trop confiance aux médias,
C'est devenu compliqué, en tout cas, de franchir certaines étapes ou certaines portes, quoi. Faut pas simplement s'arrêter, en tout Tout à cas, ce fait. qui se raconte à gauche et à droite ou dans les Exact. médias. On sait bien, voilà, comment ça se passe. Faut aller vivre, en fait, pour comprendre. Mais quand je suis arrivé en Égypte, j'étais choqué, quoi, en fait. J'étais surpris, en fait, de voir comment le pays était paisible, Exact. et tout se passait bien et que c'est pas ce qu'on voyait à la télé ou qu'on entendait à la radio. Je m'excuse de t'interrompre pour enchérir ce que tu dis. Euh, En fait, les médias, ils vont juste parler quand il y a un problème, Ouais. mais ils vont pas, en fait, commencer à faire une médiatisation pour quand tout va bien. Quand tout va bien, personne n'en parle. Mais quand il y a un problème, ils en parlent. C'est normal. Ouais. Et le problème n'est pas sur, on va dire, tout le territoire. Oui, il y a toujours des problèmes dans un pays. Il n'y a pas un pays où il y a pas il y a un crime qui est commis Ouais. par jour. Il n'y a pas. Donc, Ouais. il y a toujours des problèmes. Fait que on met les médias de côté et on donne tout à Dieu et Ouais, c'est voilà, ça. c'est la Ouais. meilleure chose à faire et On on prend va, une décision. exactement. On va vivre l'expérience, quoi. Tout à fait, exactement. C'est ça. Learning by doing, comme le disait l'anglais. Exactement. Learning by doing. That's it. Mm. On parle beaucoup de la décision de partir et du projet d'ambition, on en a parlé. Mais voilà, il y a quand même un moment où, voilà, un moment que peu de gens racontent vraiment. C'est les premières semaines. Quand le rêve rencontre un peu le réel, quoi, on en a Oui. parlé. C'est-à-dire, quand tu es au pays, tu te fais des images, en fait, dans ta tête. Tu te dis, voilà, comment ça va se passer. Tu as ce rêve-là, en tout cas, tu te dis, bah, surtout dans ton, tu es professionnel, tu vas arriver dans un club et tu vas commencer à jouer en tant que pro dans un pays étranger. Et c'est quand même excitant et c'est un vrai rêve, en fait. Et puis après, voilà, tu arrives, tu vois la réalité, comme on le disait tout à l'heure. Et quand tu arrives avec tes valises là, Mhm. euh, d'un coup, tu vois que tout est assez différent. Et la rue, les gens, les sons, la langue, tu vois la réalité, en fait. Parce que toi, tu viens d'un pays francophone et tu arrives d'un pays où on ne parle que l'arabe ou un peu l'anglais. Comment tu vivais l'Égypte les premières semaines, Nasser? C'était quoi la réalité concrète? La langue, la culture ou, de façon générale, c'était le quotidien qui était un peu, peut-être, difficile pour toi? Déjà, commençons par les heures de sommeil. Il faut dire que on dormait plus le matin que la nuit. Ah bah, l'Égypte, c'est Ça, c'est ça, la hein. première des choses, effectivement. Donc, ça, c'était le choc que Ouais, j'ai d'abord il commence la journée, je rencontré. sais pas à quelle Exactement. heure. Ouais, Et bon, en même temps, je me suis accommodé rapidement à cela. ouais, Cependant, côté langue, c'est vrai, j'avais du mal à comprendre quand il parle, ou je comprenais absolument pas. C'est tout à fait normal parce que je suis pas égyptien, je ne parle pas l'arabe égyptien en tant que tel, le dialecte. Cependant, j'avais un petit avantage, je comprenais un tout petit peu l'anglais, donc pour des Égyptiens qui se débrouillaient en anglais, on pourrait s'en sortir. Et mon petit avantage en plus, c'est que je porte le nom d'un de leurs anciens présidents. ouais, Donc, qui fait que cela facilite en fait ma transaction ou mes relations avec les Égyptiens en général. Donc, m'a aidé beaucoup dans plusieurs situations que je ne peux même pas raconter parce qu'il y en a plusieurs. C'est un avantage. Bon, je ne demande pas à ce que tout parent qui met au monde son enfant l'appelle Abdel Nasser et l'envoie en ouais, Égypte. Non, c'est pas ça. C'est juste dire que, bon, quand quelque chose est fait pour toi, ben, c'est fait pour toi. Fait que donc, ce fut vraiment un avantage pour moi. Et petit à petit, j'apprenais également à comprendre le dialecte, à prononcer quelques mots. Mais les premières semaines, ben, comme tu le sais, déjà côté euh, restauration, c'est un problème. On ouais, commence, ouais. ben, on a laissé le foufou du pays. Et là, on arrive ici avec, voilà, le fou, le tamé Le Kosari. et le kojari, etc. Donc, voilà. Fait que oui, une expérience assez, ça désoriente quand même, il faut le dire. Mais par contre, c'est toujours un plaisir de vivre à l'extérieur et de comprendre également les cultures
de Ouais. l'extérieur et d'essayer d'acquérir ces cultures-là. Mais j'ai beaucoup aimé, pour être honnête, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils vivent en Égypte. Bah, moi aussi. Ça, Ouais. je me suis beaucoup accoutumé. Et voilà. Mmh. Mhm. Tu vas devenir un Égyptien, toi. Disons que un tout petit peu, pas loin. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant, hein, franchement. Quand je suis arrivé, c'était un peu pareil, en fait, c'était pareil, hein. Et tu vois, quand tu parles pas la langue, tout est différent, enfin. Mais j'ai trouvé tu vois, des gars, des Africains qui me disent, voilà, qui me racontaient des choses. Ils se retrouvaient pas. Moi, en si peu de temps, je me suis quand même intégré. J'ai côtoyé beaucoup d'Égyptiens. J'ai eu la chance déjà de faire une formation avec que des Égyptiens. Et puisque je suis passé aussi dans le cabinet là d'avocats, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes formidables, que ce soit voilà le directeur du cabinet, enfin le propriétaire du cabinet avec qui je suis en contact aujourd'hui. On échange régulièrement et c'est des personnes et voilà, extraordinaire en fait. On a partagé tellement de choses ensemble et on se fréquentait et les collaborateurs en tout cas del cabinet. Et donc ce qui fait qu'en fait, j'étais comme un, je veux pas dire égyptien parce que je parlais pas la langue, c'est Mhm. difficile. Et d'ailleurs une anecdote en fait, les jeunes en fait quand ils me voyaient aller prier, ils me disaient mais toi tu parles pas la langue. Comment se fait-il que voilà tu te loupes aucune prière, tu fais comment pour prier? Et un jour, on était dans le bureau, on discutait. Ils étaient tellement curieux de me voir aller prier chaque fois, mais en même temps, je parle pas la langue. Et donc, ils me challenge, quoi. Genre, ils me demandent de réciter là, une sourate ou quelque chose comme ça. Je dis, mais, mais vous êtes malade, vous parlez la langue, vous ne priez pas, pourquoi? Je Exactement. leur ai envoyé la question quand ils se regardaient, ils me disent, mais il a quand même raison. Tout à Mais fait. ils ont poussé, en fait, ils voulaient vraiment me challenger pour voir si je maîtrisais un peu, quoi. Ouais. Je leur ai récité, je sais pas combien de sourates, ils étaient tous là, waouh, ok. Et je leur ai dit, bah, l'arabe, c'est surtout ce que vous parlez là, c'est difficile, hein, mais le Coran, nous, on a appris ça tout petit. Et franchement, c'était des moments que je n'oublierai jamais, hein. Ouais. C'était formidable. On va parler un peu de, de ton parcours professionnel. Ouais. Et 10 ans dans la même boîte qu'on ne va pas nommer, tu l'as dit. Mhm. C'est rare aujourd'hui hein, de passer autant de temps dans une boîte, surtout dans la tech, surtout à l'étranger aussi, et surtout quand on a le profil de quelqu'un qui aurait pu bouger quoi, comme toi, tu aurais pu évoluer et voir ailleurs à tout moment quoi. T'as le profil, t'as tout ce qu'il faut quoi. Et toi, tu passes un peu plus, disons, voilà, enfin, je crois que c'est moins, hein, dans cette boîte. Qu'est-ce qui t'a fait rester autant de temps Dans cette compagnie-là, une en excellente. compagnie? Bon, disons que je commence déjà par dire rester 10 ans, c'est vrai, dans une boîte, surtout quand tu es immigré, Ouais, c'est aussi une question de stabilité parce que tu recherches une certaine stabilité, le visa, le permis de travail, ouais. ben, etc. Le sentiment d'avoir quelque chose au moins qui t'appartient, qui est ton travail et qui te permet de te nourrir. Disons que mon expérience dans cette boîte-là, les 10 années passées, c'est, ce fut une étape en fait importante pour moi dans ma vie, dans mes choix, dans mes décisions actuelles. Et si c'était à refaire, je ferais encore ces mêmes 10 années. Parce Ok. que pour être prêt à un certain niveau, ne pensons pas que nous perdons du temps en faisant quelque chose ou en restant dans une boîte ou en restant dans une zone de confort. En réalité, ou quelqu'un qui est smart, je ne dis pas que je suis smart, hein, non, loin de moi. Ce que je veux dire, quelqu'un qui est smart, lorsqu'il prend de l'expérience, dans une boîte, il essaye de comprendre les contours, les tenants et les aboutissants, les contours, et de comprendre comment cette boîte-là fonctionne. Donc, une fois qu'il atteint le niveau de compréhension, là maintenant, il essaye d'évoluer pour aller vers une autre carrière ou une autre branche pour comprendre également. Donc, c'est toute la raison pour laquelle je dis, je remercie toujours euh, ces moments passés-là et je les charge toujours. Franchement, 10 années,
Ouais. C'était pas évident, mais c'était pas également de l'ennui. Il y a eu une panoplie de choses qui se sont passées et on peut pas le citer, mais ça reste toujours comme quand tu travailles dans une boîte, quoi. Il y a des bons et des mauvais moments, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. J'ai beaucoup apprécié et ça m'a permis d'avoir une vision claire. Sache même que Mhm. les bas moments sont ces moments-là qui vont te propulser. Ouais. Parce qu'en réalité, ça te permet d'éveiller ta conscience et de comprendre que c'est pas que tu fais une erreur, mais il est temps de passer à Mhm. autre chose. Mais est-ce que le fait d'avoir vécu des bas moments Mhm. dans une boîte veut dire que on va critiquer la boîte en mal? Non, pas du tout. Au Non. contraire. Au contraire, ce fut un tremplin pour toi. Ce fut un moment où tu as pris une décision pour aller de l'avant. Donc, merci beaucoup. Et ça m'a beaucoup aidé, franchement. Et j'appréciais. Ouais, c'est super intéressant. J'apprécie cette honnêteté, hein, franchement, parce que tu vois, en fait, la plupart, tu vois, enfin, beaucoup de personnes, quand ils passent autant de temps dans une pointe comme ça et ils partent, c'est pas toujours évident, surtout quand c'est une éruption au niveau voilà, de la fin de contrat ou quand on décide de partir. Est-ce que c'est parce que voilà, ça ne se passe plus comme avant ou parce on a décidé de passer à autre chose, comme tu le dis en fait. Mais franchement, et c'est super intéressant. On fait le tour pour comprendre comment ça se passe. On essaie d'acquérir de l'expérience et c'est ce qui est game changer en fait dans le parcours d'une personne. C'est l'expérience et les compétences qu'on va acquérir. Et donc, en restant dans une boîte comme ça, surtout que toi, t'es pas resté en fait sur le même poste, t'as vu une évolution. Et l'avantage aussi, c'est que on l'a pas dit, ben peut-être tu pourras revenir dessus. C'est quand même une opportunité d'avoir. C'était une opportunité pour toi ou pour moi d'ailleurs en fait que je travaille. Moi j'ai fait une année là-bas ou un peu plus. C'était short mon passage là-bas, mais franchement j'ai trouvé que c'était riche en expérience. Et non seulement parce que voilà il y a une certaine culture d'entreprise niveau local, mais une autre culture d'entreprise québécoise en fait parce qu'il y avait un partenariat voilà enfin Ouais, avec les Québécois. Donc tu étais là, tu travaillais, mais tu avais l'impression que tu vivais enfin tu travaillais au Québec avec cette culture québécoise qu'on a quand même moi que j'ai vraiment appris à apprécier et en tout cas ça m'a permis de débloquer ou voilà de développer des compétences que je porte aujourd'hui dans mon parcours que je continue à porter tout à fait. ces valeurs et cette culture que j'ai acquise dans cette société. Est-ce que tu peux nous parler pour ceux qui nous écoutent, je sais pas, c'est quoi en fait ce job au quotidien? Et avant que voilà, je sais que voilà, t'es passé voilà de l'agent à superviseur et t'as vu toutes les étapes en tout cas de la boîte. Et comme tu l'as dit aussi, moi quand je suis arrivé en fait, tu as parlé de recrutement. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire exactement. Donc j'ai passé le test et je me suis retrouvé justement en fait au soutien technique quoi. Et on s'est retrouvé avec toi, c'est toi qui nous as formés et tu nous as accompagnés sur l'opérationnel et on a commencé à travailler. C'était quand même une belle expérience. Disons que je vais commencer d'abord par le tout début. Quand je suis arrivé dans cette boîte-là, on a commencé la formation en 2013, c'était en février 2013 pour être plus précis. C'était une formation déjà qui durait environ 3 mois, beaucoup de pression, Ouais. beaucoup d'informations et c'était dans la nuit la formation. Donc il fallait peut-être avoir toute la formation dans, on va dire, un esprit et pouvoir répondre justement aux clients. C'est pas une formation où on te donne des notes où on te dit prends des notes, non, parce qu'on veut que tu aies une idée de la procédure puisque tout se recherche dans le système. Chose que j'ai bien compris effectivement depuis le début. Et j'adore tout ce qui est logique. Donc, tout ce qui est trait à la logique d'un système, d'un fonctionnement, j'adore ça parce que c'est un truc qui me facilite la vie quand c'est Mhm. logique. Ouais. Donc, ce qui permet d'avoir toujours un raisonnement clair. Je te le dis honnêtement, Telly, quand je suis arrivé,
après la fin de la formation, quand on sortait, pour moi, dans ma tête, je disais que je voulais être team leader. Hein. Ah ouais. Oui, parce que pour moi, Dès le team début, leader, donc, ouais. oui, dès le début, je te le Ok. dis, c'est pas faire la grosse tête, mais Non, pour mais je moi, team comprends. leader, ouais, exact. Donc, pour moi, team leader, en ce moment-là, c'était, tu sortais de la formation et on te nommait en tant que leader du team et puis voilà. Donc, comme tu l'entends. Donc, pour moi, c'était Oui, pas oui. un titre. C'était juste Oui. leader du team, d'un team et puis voilà, on te donne un Mhm. team et puis tu gères. Donc, d'où la raison pour laquelle j'avais toujours en tête de faire le max. Donc, quand j'ai dit faire le max, c'est de comprendre 3 fois, 4 fois, 5 fois plus vite que mes Que collègues. les autres, oui. Oui, Exact. les collègues. Ceci n'était pas un défi vis-à-vis de mes collègues, mais plutôt un défi vis-à-vis de moi-même. Donc, j'avais un objectif et mon objectif, c'était ça, être team leader. Et je voulais comprendre, ça fait quoi d'être team leader? C'est quoi les tâches d'un team leader? Quels sont les rôles qu'incarne un team leader? Donc, vous dites en gros un gestionnaire. Ouais. Cette envie-là me propulsait, me donnait toujours une certaine latitude, un certain temps d'avance en tant que tel. 2013, agent normal, call center, donc je prenais les appels et suite à cela, j'ai été justement remarqué par l'un de mes superviseurs, que je vais taire le nom, qui était l'un des responsables de la formation à l'époque. Je peux raconter l'anecdote si ça te Oui. dérange pas, bien Oui, sûr. vas-y, avec plaisir. C'était tout nouveau, parce que 6, 7 mois d'ancienneté après la formation, quand un agent qui avait 1 année et demie ou 2 ans d'ancienneté est venu pour lui poser une question, ben, j'étais arrêté avec lui. Et quand il a posé la question, j'ai dit, tu me permets, je peux répondre à ta place? Il dit oui, vas-y. Et j'ai répondu, je lui ai donné la réponse, effectivement. Ah, d'accord. Un agent qui était là depuis un an, il vient parce qu'il a un souci, par exemple technique, il vient poser la question au superviseur. Et toi, tu étais avec le superviseur. Et avec voilà, ton expérience en fait de quelques mois, tu te permets de répondre à la place du superviseur et il est satisfait, quoi. Tout le monde est satisfait. Ben oui, C'est l'agent était remarquable. satisfait et le superviseur était étonné. Il disait, mais comment? Ouais, j'imagine. Excellent. D'où la raison pour laquelle le superviseur a dit, OK, je pense que tu es prêt. Et pas telle formation pour une présentation, etc., etc. Et voilà, c'est là où je commence maintenant, dès la fin de 2013, à rentrer dans le cadre de la formation. Ce fut une très belle expérience, un déclic pour moi en tant que formateur, parce qu'en ce moment, je commençais à voir 2 phases où Mhm. j'étais dans le monde de l'admin et dans le monde également de la compassion émotionnelle que j'ai avec mes collaborateurs, surtout mes apprenants dans la salle. Et je pense que ça fera un autre topic qu'on va parler tout de suite. Si De tu la veux que je continue. formation. Oui, Parce que j'étais un des collaborateurs, un des nouveaux que tu as formé. sincèrement, c'est une très, très grande fierté pour moi, Telly. T'as pas une idée de à quel point j'avais vraiment pris ce rôle-là au sérieux, Ouais. dans le sens que chaque collaborateur qui passait dans la salle de formation que je tenais, il y avait toujours une certaine relation que je créais. Ouais. Ouais. Et je dirais que ne pas considérer un être humain en tant que chiffre, on peut dire, en tant que Ouais. numéro d'employé, c'est important. C'est important, Telly. Parce Totalement. que le faire implique que on s'en fout royalement de ce qu'il vit, on s'en fout de ses conditions, on s'en fout de ses origines, de ce qu'il vit, de ce qu'il peut ressentir, mais on se préoccupe uniquement que du business. Certes, un grand manager en Mm. business dira que oui, Nasser, c'est une erreur. Je suis d'accord. Ouais. Ok. Parce qu'effectivement, business marketing, il n'y a pas de sentiment. Mais disons que moi, à mon avis, j'ai pu jumeler les deux. Dans mon rôle de trainer, j'ai jumelé les deux, donc les sentiments et le travail, pour en faire un élément ou un point fort dans ma salle de formation. Donc, ce qui a permis à plusieurs apprenants d'être ce qu'ils sont, et certains continuent d'y travailler en tout cas, ça je Ouais. le sais, Ouais. et d'autres ont pris des postes de responsabilité. C'est pour dire que ces valeurs-là que j'ai essayé de les transmettre sont des valeurs
qui sont principalement les miennes, parce que je sais que en termes de management, il n'y a pas cette modalité d'impliquer les sentiments à l'intérieur. Tu fais pas la job. Oh, Ouais, ouais, mais ouais. rarement ça m'est arrivé de remercier quelqu'un. Juste une seule fois. Et je vais Ouais. taire justement la raison parce que je peux dire la raison parce que c'est un truc Qui était, oui, ça me ouais, fait qui faire des allait, nuits blanches, ouais, ouais, effectivement. ouais, je Ça m'a comprends. beaucoup dérangé, mais Mm. je n'avais pas le choix parce que l'agent n'avait aucunement la connaissance Mhm. du système. Et passé 2 mois, après dans la salle de la formation, il pouvait toujours pas ouvrir Il le pouvait site pas, web. ouais. Ouais. Et donc, c'était compliqué. Donc, il fallait vraiment que je prenne une décision. Et en ce moment, Et voilà. d'ailleurs, pour lui-même, en fait, pour l'agent, parce que Exactement. si il passe, en fait, ce cap, il se met en difficulté, il met en difficulté l'équipe, et l'équipe, en fait, toute la team, quoi. Donc, c'est important, à un moment donné, de voir les lacunes qu'on n'arrive pas à combler, se dire que, bah, ça bouge pas. Et donc, pour permettre à la personne de passer à autre chose, Mhm. parce que sinon, c'est quand même, Ça et peut être un retard pour lui-même. et donc, c'est pas évident, en fait, surtout quand on n'a pas les bases, enfin. Exactement. Tu as tout Et compris. franchement, moi, je te remercierai jamais assez, hein. Moi, c'était la première personne, en tout cas, le premier formateur qui m'a challengé sur, on le disait tout le temps, en fait, dans l'équipe, hein. Tu nous as aidés, en fait. C'est que moi, je suis arrivé dans ce monde, je connaissais pas grand-chose, en fait. Comme je t'ai dit, j'ai fait des études de droit. C'est comme toi, en fait, j'aimais la tech depuis très tôt. J'aimais les maths, je m'intéressais beaucoup à la tech, mais c'était un peu un truc loin de moi, quoi, enfin. Et moi, j'arrive, voilà, j'intègre la formation, on est là, tu nous accompagnes, comme tu le dis, en fait, tu mets l'humain au cœur de tout ça, en fait. C'était au-delà, on a eu une relation humaine et au-delà même d'avoir une relation professionnelle entre collègues dans une société, c'était vraiment des relations humaines et tu nous as accompagnés au bout, quoi. Et je crois que l'équipe, en fait, que tu as formée, elle est jusqu'au bout, en fait. Je crois on est resté là, on a continué. Comment t'es passé d'un agent à formateur et d'ailleurs team leader, superviseur aussi. Et c'est une trajectoire qui est nette, en fait, presque j'ai envie de dire linéaire, et que manager des personnes, des gens, et c'est déjà complexe en soi, en fait, manager des personnes. Et manager des gens aussi dans un pays qui n'est pas le tien, avec une culture différente, des codes différents, c'est autre chose aussi. Oui. Et je me pose cette question, enfin, je te posais cette question de savoir comment tu fais pour gérer tout ça. Tu as commencé à le dire, hein, tu mettais l'humain au centre de tout, tu allais au-delà, enfin, de ce que l'employeur attend de toi ou de tes équipes, parce que toi tu vois l'humain et pas le chiffre, pas les chiffres. Et donc qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, le fait de gérer des équipes entières, voilà, dans un pays qui n'était pas le tien? Déjà, manager des gens dans un pays qui n'est pas le tien, je peux dire ça en tant que tel que c'est une école d'humilité. Mhm. Parce que d'abord, tu dois gagner ce qu'on appelle ta légitimité. Si tu ne l'as pas, ben là, il y a rien qui fonctionnera. Si Ouais. tu ne gagnes pas cette légitimité vis-à-vis de tes collaborateurs, eh ben, il y a rien qui fonctionnera. Et tenant compte bien sûr du fait que tu n'as pas le passeport local, tu n'as pas Ouais. les codes culturels et tu peux pas, tu peux être le meilleur techniquement, on va dire. Tu peux par exemple lire les dynamiques humaines, égyptiennes, mais tu risques de te planter à un moment donné. Donc, ce que moi-même, ça m'a appris, en fait, c'est que je me posais toujours des questions. Je me posais beaucoup de questions. Euh, Est-ce que je considère tous les agents comme de numéros? Je les considère comme des êtres humains Mm. avec qui je dois collaborer, je dois travailler. Et chaque être humain a
sa façon de penser. Donc, pour dire en gros que quand j'avais une équipe de 18 personnes ou 20, je pensais pour 18 personnes. C'est-à-dire que j'avais la facilité de me mettre dans la tête de 18 personnes. Pour dire que je pouvais être euh, tel, je pouvais avoir je vais dire, une approche différente avec 18 personnes différentes pour simplement dire la même chose. Oui. Mais en fin de compte, ça donnait du résultat. C'est pas évident. Euh, D'aucuns pourront parler peut-être de, il y a eu discrimination, oui, etc. Oui. Bon, tu sais comment ça se passe dans les Oui. call centers. Cependant, j'ai jamais eu de plainte à cet égard. Jamais. Ok. Pourquoi? Parce que celui qui mérite, je lui donne. En tant que responsable, celui qui mérite, je vais plaider pour lui, il va l'obtenir. Peu importe sa nationalité, peu importe sa couleur de peau, peu importe qui il est, même si il y a il y a un conflit, on va dire, on a une situation conflictuelle entre lui et moi personnellement, il mérite, je lui donne. Le conflit personnel n'a rien à voir avec le travail. Et c'est cela que beaucoup de gens appréciaient. Et beaucoup de gens qui étaient dans des situations conflictuelles avec moi se sont rangés du côté, ah non, Nasser n'est pas comme ça. Ok, il faut on est ensemble. Et ça a commencé à changer. Donc, juste pour montrer que je ne m'attarde pas sur les choses inutiles. J'essaye plus d'avancer positivement en utilisant ce que j'ai comme atout, ce que j'ai comme, on va dire, élément déjà pour redynamiser les choses à tous qui veulent vraiment, ceux qui ont le vouloir d'avancer, qu'ils puissent avancer. Maintenant, ceux qui n'ont pas le pouvoir, là, on va travailler ensemble. Et ceux qui n'ont pas le vouloir, malheureusement, je ne peux rien faire pour donner du vouloir, à part donner des conseils en tant qu'humain, en tant que frère, en tant que sœur, ou je les considère en tant que frère ou sœur. Et donc, je donne des conseils. Et si ça marche pas, ben, ça, c'est risque et péril. Je ne peux pas Ouais, obliger quelqu'un à vouloir. absolument. Donc, en gros, c'est ça. Ok, ok, voilà, super intéressant. Ça, c'est une masterclass pour tous les managers qui vont tous écouter. Et je pense qu'il y a aussi il y a forcément eu des moments difficiles hein, sur toutes ces années dans cette boîte. Je pense à un moment où tu te dis, par exemple, là, je me suis planté ou je ne sais pas si je continue. Des moments de doute, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as eu c'est des périodes comme ça, en fait, dans ce parcours? Oui, c'est tout à fait normal. Et si dans une boîte où tu as passé 10 années, tu n'as pas eu des moments où tu te poses la question de savoir si tu t'es planté ou non, ben, fait que donc tu n'es pas vraiment tu n'es pas vraiment dans tes 10 années. Parce que je pense que dans tes 10 années, tu es toujours en mode je comprends rien de ce que je fais. Euh, Oui, il y a eu plein de situations qui se sont passées, notamment beaucoup de grappes avec l'histoire de ma nomination en tant que Ouais. gestionnaire, euh, l'histoire de Nasser même en tant que tel dans la boîte. Certes, c'est tout à fait normal. Nasser qui Euh, était très connu. oui, très connu, mais comme on le dit, euh, il y a eu toujours des choses. Cependant, je me posais toujours la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour changer? Qu'est-ce que moi je peux faire pour avancer? Donc, une question, en fait, qui est très importante. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer et pas qu'est-ce que les autres doivent faire pour que toi, tu changes? Exactement. Ah, très, très intéressant. Je n'essaye pas de projeter mon avenir sur la vision des autres. Ce que Ouais, les gens disent sur moi ouais. me contrefout complètement au pôle Nord. Donc, pour ne pas utiliser les termes grossiers, voilà Ouais, ce bah, que je écoute, vas-y. Et en ce moment-là, quand je me focalisais sur qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire pour avancer, qu'est-ce que je peux faire évoluer, vu la situation, vu ce qu'il y a, ça me donnait toujours des ailes. Oui, il y OK. a eu des moments où je me suis assis, ok, je dois changer de carrière. J'ai essayé de postuler pour aller au Maroc.
J'ai été accepté, mais j'ai refusé en dernière position parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que euh, en fait, ça allait être plus difficile pour moi d'aller au Maroc. C'était un autre call center justement OK. qui était au Maroc. Euh, Après, j'ai dit bon, continuons ici OK. et essayons de voir comment on va faire pour pouvoir ajuster tout cela. Donc, et voilà, c'est d'où la raison pour laquelle j'essaie toujours de trouver, d'aller en mode solution, comme on le dit, au lieu d'aller en mode problème, problème, problème. Parce que les problèmes vont jamais en finir. Tant que tu es un homme, tu es né, ça rassure-toi, tu auras Ouais. toujours des problèmes. C'est ça. Moi, ce que j'apprécie, enfin, il y a plein de trucs que j'apprécie vraiment chez toi, hein, mais c'est cette patience que tu as. Tu es quelqu'un de patient et c'est très bien, en fait, pour un gestionnaire, pour un formateur. Je te voyais très patient et je me souviens de ce qui s'est passé, enfin, de ce que, voilà, de ce qu'on a vécu pendant la formation. Tout le monde n'avait pas le même niveau, mais tu n'hésitais pas à accompagner, en fait, chacun pour que tout le monde puisse être au même niveau. Tu avais une telle passion qui permettait à chacun d'être à l'aise dans la formation, peu importe son niveau, quoi. Et il y a aussi la question de la pédagogie aussi, on n'en parle pas souvent, mais franchement, c'est quelque chose qui peut aider, surtout quand on manage ou quand on va faire des formations à des équipes qui ont des parcours divers et variés. Et comme tu le sais aussi, bah, c'est des personnes souvent en fait ici de différentes cultures, différentes nationalités. Donc, toi au sein de tout ça, et tu dois t'adapter. Comme tu le dis en tout cas, voilà, tu vas pas t'attendre à ce que les autres fassent des efforts pour que toi tu ailles de l'avant. Et c'est super intéressant. Et donc là, on arrive à un tournant parce que passer de la gestion d'équipe en télécommunication à un poste d'ingénieur Microsoft, j'ai envie de dire, c'est pas une évolution classique, quoi. C'est un vrai saut. Ça demande de se remettre à apprendre. Je sais que c'était quelqu'un qui, voilà, qui est dans une démarche d'apprentissage continu. Et ça demande aussi de se remettre en position d'inconfort. Parce que tu étais dans la boîte où on va pas dire que c'est très confortable, mais tu es resté là, tu connais tout, quoi, enfin. Tu maîtrises tout. Donc, il y a une certaine zone de confort qui était quand même là. Et toi, tu laisses tout ça et volontairement pour voilà aller sur d'autres cieux. Et comment tu arrives à ce pivot en 2023? Tu te formes comment tu décides en fait? Ah oui, ben, disons même, avant de commencer à répondre à ta question, il faut que je commence déjà par cet élément-là. Quand je suis arrivé pour commencer cette formation avec en tant que Microsoft ingénieur, je me rappelle que le responsable de la formation me disait, mais tu es team leader à Exceed, mais pourquoi tu t'intéresses à cette formation? Ben, t'es team leader, qu'est-ce que tu veux? T'es responsable des opérations, qu'est-ce que tu veux? Reste dans cette responsabilité d'opération. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, tu ne peux pas comprendre ce que j'essaye de faire en fait. Moi, prendre les appels ou encore discuter avec un client, c'est pas une peine pour moi. Au contraire, c'est toujours un plaisir. Parce que dans ma carrière en tant que euh, agent en ligne, formateur, gestionnaire et responsable de la gestion, je n'ai jamais eu du mal à communiquer avec un client. Jamais. Au contraire, c'était mon point fort. Parce que la Hmm. relation entre le client et l'agent devrait être d'une façon à ce que ça crée un certain lien de confiance. Donc, chose que j'ai gardée et maintenue jusqu'à là. Est-ce Excuse-moi. que je n'ai pas dit, je te laisse continuer après. Oui. Mhm. Je disais que tu étais patient aussi. Ce que j'avais oublié, enfin, j'ai oublié en fait de souligner aussi, c'est cette confiance que tu as. En fait, tu dégages une certaine confiance. Déjà, quand on te voit, tu es paisible. On voit une certaine confiance, quoi. Et ça aide aussi. Moi, comme je te dis, quand je suis arrivé là, enfin, non seulement c'était pas mon domaine, mais tu vois, moi, voilà, je suis introverti.
Et donc, au début, c'était pas évident de communiquer avec des clients, surtout d'être en tout cas, dans une posture de résoudre des situations techniques. Mais voilà, avec le temps, j'arrive à le faire et j'arrive à communiquer et à identifier des problèmes, essayer de les résoudre, discuter calmement avec des clients. Et je pense que c'est aussi la confiance qui permet. Et il y a des personnes qui sont naturellement confiants, qui sont à l'aise avec la communication, qui communiquent facilement. Et il y a des personnes en fait qui ont besoin de faire des efforts, d'apprendre. Et surtout quand voilà, quand on est introverti, je crois que c'est pas évident, surtout sur des questions techniques où tu as un client qui te dit qu'il a un problème technique, il faut le résoudre et tout se passe à distance. Et si tu maîtrises pas la pression du client, tu as la pression en tout cas de l'équipe ou du superviseur qui est à côté, tu as la pression voilà, des stats et tout ce qui est autour. Donc c'est pas évident, mais toi tu dis dès le début, voilà, tu avais ça en toi et ça se passait bien pour toi, c'est ça? Très bien. Et ça se passait super bien à telle enseigne que cette même confiance-là en moi faisait que c'était un problème pour plusieurs personnes, mais Ouais. surtout les responsables, qui voyaient plus une certaine aisance, une certaine Ouais. facilité pour moi de garantir certaines choses que souvent restent pratiquement impossibles pour eux. Mais moi, je dirais toujours que pour l'être humain, rien n'est impossible si vraiment il a la volonté. Ouais. Donc, et c'est cela que je disais bien avant. Donc, quand on a le vouloir, Mhm. le pouvoir vient avec l'aide de Dieu, bien sûr. Chose que je ne dis pas beaucoup, mais cependant, on reste bien sûr axé sur notre foi, la réalité de ce que nous avons en tant que tel. Euh, Rien n'est impossible. Si tu le veux, tu peux. Donc, maintenant, comment implémenter faire changer ce vouloir-là en pouvoir? Il faut que tu aies déjà dans ton cerveau ou dans ta psychologie que tu aies déjà incarné le succès. C'est bon, c'est succès. C'est déjà réussi. Maintenant, c'est déjà réussi veut dire que tu dois tout faire pour que ça réussisse. Et là, tu te bats corps et âme pour que tu atteignes l'objectif à l'aide de. Très intéressant. Donc, c'était plus ça qui me propulsait, qui me mettait différent vis-à-vis des autres et qui faisait que j'avais un certain nombre d'avantages vis-à-vis d'eux. Moi, rien n'était impossible. Même si on me Ok. disait que je devais rattraper des statistiques qui étaient très compliquées à atteindre, ben, je les disais, oh, il n'y a pas de souci, on va gérer. Mais, en fin de compte, je rattrape et ils sont genre, comment il a fait? Ouais, Non, l'a j'ai fait, rien ouais. fait. C'est juste que j'ai positivé la chose, c'est tout. Et ça, En c'est plus, il te très, mettait très bien. même pas la pression, en fait. Moi, je te voyais, tu vois, assis, posé, calme, à bosser, à la tranquille, quoi. Enfin, excusez, tu dégageais une certaine confiance, une certaine aisance là et je crois que ça aide beaucoup, en fait, quand on a ça, surtout dans des environnements, qui sont sous pression comme ça. Et du coup, comment tu organises tout ça concrètement? C'est quoi le quotidien d'un ingénieur Microsoft basé au Caire? Ok, ben, disons que déjà, lorsque j'ai commencé en 2023 avec Microsoft, au début, c'était assez pénible. Pourquoi? Parce que toute la formation était en anglais et moi, habituellement, tout ce que je faisais, c'était en français. Certes, Ouais. l'anglais fut une seconde langue que je maîtrisais quand même assez bien puisque j'ai été au Ghana. Ouais. Ah, toi aussi? Oui, j'ai Ah, été au Ghana. Ben, ok. j'ai joué au foot là-bas et j'ai de la grande famille là-bas, donc Ah, d'accord. Bah, en ouais, côté, quoi. Donc, vous êtes des ouais, voisins. ouais, exactement. Donc, c'était un avantage pour moi. Et en même temps aussi, il faut comprendre que quand tu ne pratiques pas une langue, ça devient comme Ouais. si, et surtout les termes techniques qui s'aventuraient dans cette langue-là, c'est assez pénible. Ouais. C'était très difficile pour comprendre la formation. Cependant, il y a une chose encore que je vais te dire, Telly. Lors de la formation, et je te l'ai vu, le responsable des opérations Mhm. de la formation
qui était avec nous, puisque c'était un account, on va dire, qui était pilote, un projet pilote. Et le responsable de notre équipe lui-même était dans notre salle de formation et il prenait Ok. aussi la formation. Pourquoi? Parce qu'il devait gérer l'équipe et il doit avoir aussi une idée. Alors, pour être honnête, ce Mhm. qu'il a fait comme confession, c'est de me dire que Nasser, sincèrement, tu viens de loin. Je ne Ok. savais pas du tout que tu allais pouvoir réussir cette formation. Ça, c'est un. Et je craignais plus en opération comment tu allais t'en sortir. Il était étonné de voir que, à la fin de la formation, j'étais outillé et Ouais. prêt à répondre. Et attention, j'étais avec des gens qui étaient nettement, nettement en avantage ou nettement avantageux que moi, dans le sens que ils parlaient bien la langue Ouais. anglaise et ils étaient très à l'aise techniquement. Mhm. Et moi qui étais tout nouveau dans la matière, je devais refaire encore mes bases. Mais j'avais toujours des choses que je faisais. Tu sais, tu dis, je finis jamais. Et tous ils disaient, Nasser, tu aimes trop travailler. Ouais. On est resté pratiquement à la fin de la formation 1 mois parce qu'on attendait justement que tout soit prêt pour pouvoir commencer. Donc côté accès, à prendre les tickets, à résoudre les problèmes de Microsoft. Mhm. Et suite à cela, les gens, ils étaient en mode relax quand ils venaient. C'était le café, ils sortaient, ils se baladaient au calme. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'ai créé en fait mon interface. J'ai payé mes choses, en fait, des choses que j'ai payées chez Microsoft lui-même encore. Ah ouais. Et ça me permettait d'avoir des ordinateurs virtuels, faire mes tests, faire mes recherches, Ok. m'entraîner, pour m'exercer. Et quand je les disais, venez, on va faire, ben, ils étaient plus, non, t'inquiète, oh, tu travailles trop, laisse. Je dis, ok, y a pas de Repose-toi. souci. Exactement. Et je continuais. J'avais toujours une certaine abnégation quand je décidais de faire, je vais le faire. Donc, je m'asseyais, je restais, je travaillais, j'essayais des choses, je réessaye, je teste. Ça fonctionne pas. Oh, on a dit ça en formation, je check qu'est-ce qu'on a dit, j'essaie de voir comment implémenter, etc. Donc, c'est à partir de là que, quand on a commencé à prendre les choses en main, les tickets, on va dire à résoudre les problèmes clients, euh, j'avais une certaine aisance parce que déjà la communication c'était pas un problème pour moi. Maintenant il restait juste la partie technique et j'avais déjà une certaine aisance où j'étais à l'aise parce que j'avais déjà tout testé. Je connaissais Ah ouais. déjà les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il faut. T'avais pris les devants, quoi. Exactement. Et surprise, je suis sorti le meilleur Ah. en production et le responsable de la formation lui-même est venu s'arrêter à côté de moi. Il me disait, mais sincèrement, Nasser, je sais pas comment te remercier parce que sans toi, le projet peut-être allait être, c'est un projet pilote, comme je te Ah disais. oui, oui, je Il comprends, ouais. allait tomber à l'eau. Sans toi, on n'allait pas obtenir ces résultats-là parce que tu as fait un excellent travail et je te promets, Telly, je ne prenais pas seulement que les tickets français. Les tickets français étaient même très amoindris. On Ouais. était plus avec les tickets anglais, les tickets d'autres langues que je ne parlais même pas, Ah, ouais. espagnol, Aller au-delà. oui, mais avec des interprètes, avec le positionnement, on essaie toujours de trouver une solution. Et le plus important pour le client, c'est que le problème soit résolu. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Peu importe la méthode ou c'est pas Et le chemin tu parcours, l'essentiel est d'arriver à un résultat qui permet de satisfaire voilà, le client, quoi. exactement, tout à fait. Et en fin de compte, je me faisais féliciter à tout moment. Oui, franchement, on sait pas, franchement, c'est très Ah, c'est beau, c'est très mérité, hein, motivant. franchement, surtout tu arrives dans un environnement qui ne t'est pas le tien, quoi. Et tu arrives à t'imposer. Et ça revient à ce que tu disais, en fait, quand tu es arrivé aussi au call center. Tu es arrivé au niveau de la formation, tu t'es fixé un objectif, tu voulais être team leader. Et donc, tu étais avec des personnes, des collaborateurs, en fait, vous n'aviez pas, en fait, la même vision des choses. Donc, tu n'étais pas en mode genre, voilà, concurrence, je veux battre tout le monde, mais tu étais en mode genre, je vais me dépasser, en fait. Je vais faire des efforts pour me dépasser, pour arriver, voilà, à mon objectif, qui était celui d'être team leader.
c'est ce qui t'a drivé et ça, c'est important. Avoir en fait quelque chose qui nous drive dès le début et ça permet voilà, d'aller au-delà. Ça nous permet même de ne pas voir ce qui se passe autour de nous en fait, parce que l'environnement parfois c'est bloquant quoi. Si tu étais resté dans le cercle, tu vois, de tes collaborateurs qui étaient voilà, à la pause café tout le temps, t'aurais pas fait tout ça enfin. Toi, voilà, t'es resté focus sur ton objectif et l'objectif c'était de maîtriser le truc en fait et d'arriver à un résultat satisfaisant et pour cela il fallait fournir beaucoup plus d'efforts. Franchement, c'est super intéressant ça. Félicitations. Merci. Ouais, ouais. Et C'est pas évident. ouais, c'est pas évident, mais franchement, c'est et tu mérites d'ailleurs en fait cette casquette aussi de formation. Franchement, je crois que c'est la mentalité non seulement des grands visionnaires, mais aussi des personnes qui aujourd'hui, voilà, sont formateurs, qui forment des grands dirigeants, qui forment, je sais pas moi, des ingénieurs en fait. Il faut avoir ce mindset-là pour arriver à des résultats qui permettent voilà, aux personnes de se dépasser. Ouais. Et puis là, hem, on a après tu passes de Microsoft à un autre moment, où qui est très, très particulier. Tu arrives il y a un moment qui arrive où tu te dis peut-être voilà, tu vas plus travailler peut-être pour quelqu'un d'autre, ou travailler pour quelqu'un d'autre ne suffit plus. Où tu as accumulé assez d'expérience, assez de vision, assez de confiance pour te dire maintenant c'est mon tour. Donc janvier 2025, tu cofondes alors ça s'appelle NAI, Bien et AI. Ania Et AI. OK. Donc AI. pour ceux qui nous écoutent en mode audio, c'est ANEA, le nom de la boîte. Et puis AI, c'est Intelligence voilà, artificielle intelligence intelligente. artificielle en anglais. C'est Quoi. ça. De toute façon, c'est quoi l'appellation, c'est en anglais. Comme vous l'aurez compris, une série anglophone, francophone, arabophone. Donc, souvent, ils parlent plusieurs langues. Comment est née cette idée? Je vais aller directement vers la question. Donc, effectivement, l'entreprise que j'ai justement cofondée, qui s'appelle Ania AI. Comme tu le vois, Ania, c'est Abdel Nasser. Ben, je vais taire l'autre AI, c'est pour justement le nom, prénom de ma cofondatrice, donc OK. ma collègue avec qui je travaille. Je vais taire juste son nom pour voilà, parce que OK. voilà. Donc, en fait, cette compagnie-là, je l'ai fondée à partir du fait que je travaille pour Microsoft et l'utilisation de l'intelligence artificielle était devenue assez fréquent et j'avais beaucoup appris côté intelligence artificielle, mais il y a un élément en fait qui était dans ma tête. Mhm. J'arrivais pas en fait à cerner quand par exemple je fais je sais pas, une souscription. J'essaie par exemple de souscrire à un site ou à un élément. Mhm. Il y a le front-end que je vois, donc l'interface visuelle que je vois Mhm. ou l'interface graphique, et il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas, donc le back-end, Ouais. qui justement m'envoie un email automatiquement dès que je souscris, ou encore qui m'envoie des emails pour me rappeler d'un tel élément, etc. Bon, je me posais la question, est-ce que c'est quelqu'un qui s'assoit pour le faire ou pas? Certainement que non. Donc, c'est ce qu'on appelle une chaîne d'automatisation. Donc, Ouais. automatiser permet justement de garantir euh, des meilleurs résultats en termes de rentabilité, surtout Mhm. dans une entreprise. Et ça permet de faciliter justement la vie, éviter d'avoir des collaborateurs qui aient à faire ça, parce que ça fait plus d'employés. Et surtout, 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 le point le plus culminant et le plus important, c'est que j'ai passé toute ma vie à travailler pour l'extérieur, pour d'autres pays. Je réponds à des Mhm. appels ou je place des appels pour répondre à des cas d'autres pays. Et j'étais à un point où j'ai dit, bon, ok, et mon pays, et l'Afrique, alors que surtout que j'aime beaucoup l'Afrique. J'aime tellement l'Afrique, le continent africain, qui regorge de plein de ressources.
et qui a certainement besoin également qu'on travaille Ouais. pour elle. Parce que l'Afrique, qu'on le voit aujourd'hui, je sais pas, mon intime conviction, ça ne sera pas peut-être dans notre, on va dire, dans notre temps de passage sur Terre, mais mon intime conviction, c'est que l'Afrique, un jour, surpassera tout ce qu'on entend, tout ce qu'on imagine. Ça, c'est mon intime conviction. Je pense que ça commence déjà, hein, franchement. Moi, j'ai cette conviction aussi, cet optimisme ou cet espoir en tout cas que voilà, les années à venir, on ne parlera que de l'Afrique. Enfin, ça commence déjà. Hein. Ouais, exactement. Et c'est effectivement cette conviction qui m'anime, qui me dit, mais ok, commence déjà par fonder quelque chose. Faciliter justement ce genre de transactions avec les entreprises, essayer de collaborer avec plus d'entreprises africaines pour permettre à ces entreprises-là de mettre en place également, au lieu d'aller commander ailleurs ces services-là pour les avoir en Afrique, mais pourquoi ne pas les avoir en Afrique? Fait. Avec des Africains, en plus, Exactement. connaissent beaucoup mieux le contexte. Hein. Exactement. Ouais. Donc c'était ça en fait l'idée. Et j'en ai discuté en long et en large avec ma cofondeur, ma collègue. Donc, et l'idée là, effectivement, on va dire, ça l'a vraiment aussi tiqué. Elle dit oui, mais c'est une excellente idée. Personne ne m'a jamais fait une telle proposition. Ben écoute, allons. Bon. Et voici que nous avons fondé Ania AI. Et attention, je ne fonde pas ça uniquement pour mon pays, non. Ouais. C'est par rapport à toute l'Afrique. Je collabore avec des gens qui sont en Guinée, je collabore avec des gens qui sont au Congo, RDC, et ça risque même peut-être, on espère, d'aller plus loin. Enfin, Et franchement. au Burkina également, il y a des collaborateurs qui existent. Donc, j'essaye de faire de telle sorte que ce soit une compagnie qui respecte les normes et standards de l'Afrique et qui va pouvoir se répandre dans toute l'Afrique. C'est parfait. C'est ça, en fait, l'objectif de Ania AI. Et certainement, euh, tu entendras parler peut-être des débuts de toute entreprise. Certainement, il y a toujours des... Ouais. Voilà, Ouais. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser. ça c'est sûr. J'attendais. On parlera de ce que vous faites exactement et on reviendra un peu sur les détails. Mais voilà, créer une entreprise d'intelligence artificielle depuis l'Égypte en tant que Burkinabé, je sais pas, voilà, on va pas parler de ta cofondatrice, je sais pas d'où elle est, je connais pas son background ou le domaine dans lequel voilà, elle évolue, mais c'est quoi les vraies difficultés que tu n'anticipais pas en ayant cette idée ou en te lançant dans cette aventure? La vraie difficulté que je rencontre actuellement, c'est que, tu sais, en Afrique, il y a une certaine sorte, on va dire, une certaine forme de scepticisme dans les yeux des gens. Donc, il y a toujours une C'est la peur du hésitation. changement, peut-être? Ex- La peur Ouais, du changement, une ouais. hésitation. Mhm. Parce que la compagnie, c'est une compagnie qui est africaine. Ouais. Donc, ce n'est pas une compagnie européenne, américaine, canadienne, en gros, une compagnie de l'extérieur, de l'Orient, de l'Occident. Donc, ce qui fait que il y a toujours un scepticisme, un doute, euh, une hésitation. Et c'est tout à fait normal. Je comprends bien ça. Mais en réalité, ce doute-là est un piège. C'est un gros piège parce que ce qu'ils font à ce prix-là, c'est exactement la même chose qu'on trouve, même à un autre prix et Ah encore oui, plus avantageux. Oui, il faut le dire, hein. oui, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, parce que en technologie, il n'y a pas deux façons de faire de la technologie. C'est juste déployer, d'abord coder, Mhm. déployer et par la suite tester tous les rebords et mettre en production. Tout. Ouais. Et il n'y a pas plus que ce qu'ils font. Ouais, c'est pas un débat politique, c'est quelque chose qui est très logique, quoi. Exactement. C'est des process C'est qui sont très logiques et tout à fait. voilà. Exactement. Ok, je comprends ce que tu veux dire, oui. Voilà.
Et donc, Donc, du côté africain, si je comprends bien aussi, voilà, peut-être c'est aujourd'hui, ça devient la tendance, hein, c'est devenu, tout le monde en parle, c'est de la hype, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Mais est-ce que vous avez, enfin, peut-être en Égypte, oui, mais en Afrique subsaharienne, dans nos différents pays, surtout francophones. Je ne sais pas comment les décideurs accueillent voilà ces nouveaux outils. Et est-ce qu'il y a ce scepticisme ou même au niveau des décideurs politiques, comment on arrive en tout cas à accueillir ces outils, comment on arrive à intégrer ou même en tant que décideur politique ou même les grandes compagnies ou les grandes entreprises qui sont aujourd'hui présentes sur le continent, surtout en Afrique subsaharienne, comment voilà ils poussent à créer des environnements qui peuvent favoriser la mise en place de ces outils, quoi, parce que c'est vrai que le grand public, on peut penser que voilà ça peut être un peu effrayant, c'est tout nouveau, on ne sait pas comment ça se passe. Et comme tu le dis, en fait, entre nous, c'est difficile la confiance. On préfère voilà avoir confiance à une boîte voilà occidentale, alors qu'on a une boîte locale qui fait exactement au mieux que peut-être la boîte occidentale, parce que la boîte qui est locale connaît le contexte culturel, maîtrise en tout cas tous les codes sociaux, culturels et l'environnement socio-économique, ce qui permet généralement d'aller beaucoup plus vite et de façon sereine. Je ne sais pas si vous avez une étude de marché ou comment vous voyez aujourd'hui la présence ou le marché de l'IA sur le continent. On va parler après de ce que vous faites concrètement. bon, disons que par rapport à cette question-là, certainement que nous essayons de faire de telle sorte qu'il y ait une certaine confiance préétablie, bien sûr, entre nous et les collaborateurs que nous contactons. Et de prime abord, en commençant bien sûr par l'utilisation des réseaux sociaux pour permettre d'acquérir une certaine confiance, et par la suite, bien sûr, les contacts, les meetings que nous faisons, que nous tenons avec ces collaborateurs-là nous permettent de pouvoir établir un certain lien de confiance et nous produisons justement des environnements de test pour faire valoir, bien sûr, les capacités que nous avons, faire valoir justement la, 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 la possibilité de pouvoir implémenter ce qu'il faut. Donc, et grâce à cela, ça permet justement de pouvoir renforcer en fait la confiance. Et nous avons quand même pas mal de collaborateurs qui ont entièrement confiance en nous. Et bien sûr, il y a un déploiement prochain qui est attendu dans certains pays que je vais Oui. taire le nom. Voilà. Et je dois m'y rendre pour pouvoir justement planifier cela et pouvoir réaliser cela en long et en large, quoi, dans le fond. Ok. Mais on espère vraiment que ce jour-là arrive et nous trouve en bonne santé. Qu'est-ce que Ania et AI fait concrètement? C'est quoi concrètement ce que vous faites en fait pour quelqu'un qui n'y connaît rien en intelligence artificielle? Est-ce que tu peux lui expliquer ce que vous voilà ce que vous proposez concrètement Excellent. Ben, bien sûr. pour les personnes qui n'y connaissent rien, mais pour les futurs clients par exemple, pour les personnes qui nous écouteront et pour des potentiels clients, qu'est-ce que un IA peut proposer concrètement? Disons qu'aujourd'hui, par exemple, on imagine, tu veux commander une pizza. Il y a Mhm. une application. Et quand tu veux, par exemple, réserver un hôtel ou un billet d'avion, il y a Ouais, un site ou une exactement. application. Et quand tu veux suivre un colis, tu as un tableau de bord que tu regardes pour pouvoir savoir où est-ce qu'il arrive. Est-ce que Uber, par exemple, c'est une Ouais, application. Bon, ouais. voilà. Donc, toutes ces interfaces digitales ont été construites. Donc, ça ne vient pas du néant. Donc, et chez nous, en tant que tel, chez Ania AI, on est justement dans ce concept-là. Mais on va plus loin parce qu'aujourd'hui, ces outils-là peuvent être intelligents. Ouais. Au lieu d'avoir un simple formulaire, tu peux avoir un agent qui discute avec le client
un agent qui, comme si tu l'avais embauché pour travailler pour toi, qui discute avec avec un client, pardon, et prend son besoin, lui propose directement une solution, comme notamment plusieurs compagnies le font, pour éviter justement les appels téléphoniques ou les contacts directs avec les employés, parce que ça fait plus, ça donne plus la nécessité d'avoir plus d'employés pour répondre à ce genre de choses, sachant que s'il y a un agent qui peut répondre à cela, ça facilite les choses. Donc, l'agent peut être en mesure de communiquer avec peut-être 100 clients en même temps. Par contre, si tu dois avoir 100 employés pour communiquer avec 100 clients, Ouais. ben écoute, tu dois payer 100 employés. Donc, Ouais. alors que là, tu n'as juste qu'un seul agent qui est capable de faire tout avec 100 clients, même peut-être plus. Tu vois. Fait que donc, c'est un peu ça l'idée. On aide en réalité des entreprises ou des administrations, voire même des entrepreneurs, à passer d'un fonctionnement manuel en tant que tel vers un fonctionnement intelligent. Donc, construire leur site, leur plateforme, intégrer l'IA, apporter aussi de la vraie valeur, quoi, dans le fond. Donc, pas de l'IA pour juste, voilà, faire beau. Bah, j'aime bien ce que tu dis là, c'est-à-dire passer d'un fonctionnement manuel à un fonctionnement intelligent. Parce que je m'attendais à une phrase, tu vois, du type passer d'un fonctionnement manuel à un fonctionnement automatique, Ouais, robotique ou ouais, agentique. Et là, toi, tu places intelligent. Franchement, c'est puissant, quoi. exactement. Powerful. Et ça m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, c'est devenu de la hype de parler de l'IA. On parlait avant de l'IA générative et aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle agentique ou là, tu parles des agents qu'on peut déployer, de l'automatisation. Et donc, vous vous intéressez à tout ça, mais voilà, tu mets le focus en fait sur la partie intelligence, c'est-à-dire pas déployer juste en fait pour automatiser simplement parce on veut gagner du temps, on veut aller vite. Mais toi, tu dis, voilà, il faut le faire de façon intelligente, en tout cas, ce qui permet d'ailleurs en fait aussi d'avoir des résultats hein, si c'est bien déployé quoi. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux revenir sur ça un peu, faire la différence parce que je sais que le grand public ne connaît que l'IA générative comme ChatGPT où on pose une question et on répond avec un texte. Et aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. Depuis quelques mois, on parle de l'IA agentique où on peut déployer un agent qui peut prendre une décision même, être autonome et faire des tâches de façon autonome. Mhm. C'est ce Ben, que tout vous à fait. faites aussi, c'est-à-dire c'est ce que vous déployez pour des entreprises ou pour voilà des services publics. Oui, Ok, exactement. c'est cool Donc, ça. disons que dans le cadre de ce déploiement, il faut dire que effectivement l'IA générative n'est plus véritablement le sujet du jour, parce qu'en réalité, c'est un sujet qui est dépassé. Ouais. C'est comme parler de Nokia 3310 et de iPhone. Il faut le dire quand même. Donc, en fait, l'agentic AI, c'est plutôt un système qui incorpore en fait une intelligence artificielle capable d'agir de manière autonome. Ouais. Donc, pour atteindre un objectif, il prend des décisions, planifie des actions et il exécute des tâches sans intervention humaine. Donc, ce qui fait que cette autonomie-là rend l'agent TIC AI plus sûr, plus performant et en plus, c'est comme si je faisais un recrutement. Ouais. Et ça, il faut le dire. C'est comme si je faisais un recrutement. Je cherche, par exemple, un directeur, je dis n'importe quoi, un directeur marketing. Tiens. Ouais. Et je dois me mettre à faire des interviews pour prendre, par exemple, le meilleur, okay, ou celui qui correspond au profil que je recherche. Et cet agentic AI peut être ce directeur marketing en tant que tel, que je payerais en licence ou en info, ou je paierai avec la compagnie qui va me la déployer, Mhm. en l'occurrence Ania AI, bien sûr, on va pas aller loin. Alors, Totalement. voilà. Donc, une fois que je l'ai en tant qu'agentic AI, l'agent est prêt et fait exactement, et même mieux, parce que l'agent n'a pas de pause café, il n'a pas de congé maternité ou congé paternité, Il n'a pas de sieste à faire. exactement, et en plus, il n'y a pas de sick note qui peut te ramener. Donc, il fonctionne
24 heures sur 24 selon les plannings que tu lui as demandé de respecter. J'ai la possibilité, avec cet agent-là, l'agentique AI, de pouvoir faire de telle sorte que il envoie un courriel ou qu'il envoie une information capitale à ses responsables quand c'est nécessaire. Il doit faire des analyses sur Internet, des planifications, des vérifications. En fait, c'est vraiment le last, quoi, dans le fond, pour l'instant. Donc, Franchement, ça, c'est un voilà, game changer dans beaucoup de exactement. domaines quoi aujourd'hui. Je le recommande vivement, mais il faut dire que il faut avoir une entreprise également qui a vraiment besoin de ce type d'agentique AI. Donc, si on va résumer, on parle de planification, on parle de raisonnement, on parle d'action. Donc, il doit appeler des outils, donc tels que en utilisant les fonctionnalités API, il doit faire de l'observation, analyser les résultats qu'il a obtenus et ensuite interroger, interagir et puis voilà, corriger, bien sûr si nécessaire, parce qu'on peut lui donner toutes les on va dire, toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, il peut s'auto-améliorer en l'agent. C'est ça l'avantage, c'est-à-dire il peut se former, il peut acquérir des compétences en Exactement. fait automatiquement quoi. Et c'est super intéressant. On peut passer des heures parce que moi c'est les choses en fait qui me passionnent. Comme je te disais, j'aime la tech, je m'intéresse beaucoup à ça. Et je suis l'actualité. Je regarde pas la télé, hein, les médias, la télé classique là. Non, moi, mon truc en fait, c'est d'aller sur YouTube, regarder des trucs. En fait, tu vois la tendance, surtout ce qui peut nous permettre en tout cas d'aller de l'avant, évoluer professionnellement. Et donc, je suis vraiment l'actualité sur l'IA et je vois l'évolution exponentielle. Ça va très vite en fait, ça va très très vite et donc pour l'Afrique, on aime le dire, on est en retard sur beaucoup de domaines et aujourd'hui je pense que l'IA, on l'avait dit aussi avec l'internet, avec la avec la télécommunication, c'est quelque chose qui aurait pu nous permettre en tout cas de rattraper le retard. Et Ouais. là on a l'IA qui arrive avec une force, je sais pas comment on peut saisir ces opportunités pour aujourd'hui combler nos lacunes, dépasser nos retards et arriver à un niveau qui permettrait justement à nos entreprises ou à nos États se développer quoi. L'IA c'est un outil formidable qui pourrait répondre à beaucoup de choses quoi. Où on parle parce que très souvent on dit on a un problème de ressources humaines, c'est pourquoi on n'arrive pas, il y a un problème d'intégrité, il y a la corruption et tout ce que tout. Alors Ouais. Squalia peut résoudre à presque tout ça quoi, parce que l'agent lui, tu mets un truc en place, il fait ce qu'il a à C'est son faire en fait, travail. il suit la Exact. logique. C'est très intéressant franchement. Et du coup vous avez vos premiers clients sont plutôt des entreprises, vous allez aussi vers je sais pas le secteur public par exemple. Déjà une entreprise privée en Guinée. Donc, Ah ouais, trop bien. Shout bah out oui, bah oui, à tous les gars. bien sûr. Et je pense qu'on a travaillé sur ce plan-là, c'était en février dernier. OK. Et on a véritablement conçu ce qu'ils voulaient et ils ont apprécié, pour être honnête. Et présentement, nous sommes dans la phase où nous aimerions collaborer avec les gouvernements. Donc, je parlais du Congo tout à l'heure, RDC Ouais. Congo, et bien sûr du Burkina. Et donc, nous sommes dans cette phase-là où nous avons déjà quelques assises qui ont été déjà faites. Et on essaye maintenant de voir, suite à cela, quelles sont les propositions qu'on recevra et pour pouvoir avancer le mieux. Donc, des clients particuliers également, bon, pour des choses qu'on ne peut pas Ah, vous vous négliger. intéressez des particuliers aussi. Oh oui, absolument. Oui. Et c'est même ça qui va contribuer au développement de l'Afrique. La plupart des particuliers pensent que l'agent AI ou encore avoir un site web modernisé n'est pas Mhm. utile. Ils préfèrent utiliser toujours les moyens de communication rudimentaires. Ouais. Donc, quand je dis rudimentaire, on va dire, bon, c'est un peu exagéré, mais disons peu adaptifs, donc tels que les statuts WhatsApp, les Ouais. réels et tout ça, c'est bien, mais ça demande plus d'efforts pour un client. Par contre, quand le client a un site web pour aller visiter ou une web app pour aller commander ce Mhm. qu'il veut,
mais il est plus à l'aise. Il n'a pas besoin de discuter avec toi. Il n'a juste qu'à regarder et choisir. Fait Ok. que nous sommes également dans ce déploiement et ça peut aider beaucoup d'entreprises. Vraiment peu importe des startups ou encore des particuliers qui font du commerce, qui font tout ce qu'ils veulent, il y a possibilité de toujours travailler avec nous et Ok. on est très flexible et puis on rend les choses faciles pour les gens. Ouais, c'est super intéressant. En tout cas, nous, on te contactera, je serai que très bientôt. Bien sûr. Je suis en train de planifier un truc là, mais on en parlera en off. Pour ceux qui nous écoutent là, si vous êtes intéressés, de toute façon, je mettrai le lien du site web de l'entreprise. Et vous pouvez aussi aller suivre Nasser sur LinkedIn ou sur Facebook où il est présent, il fait beaucoup de com ou beaucoup de publications si vous êtes intéressé en tout cas à collaborer avec eux. Et, on va parler un peu de migration. Je pense que le temps file, Mhm. mais on Oui. va finir par ça. On a parlé de la carrière, du projet, de la vision, mais il y a une question plus intime que j'ai envie de te poser. Parce que plus de 10 ans dans un pays, c'est long, c'est plus un séjour, c'est une vie quoi. Et pourtant, t'es pas égyptien, t'es burkinabé, tu le réclames, t'es fier d'être un burkinabé, tu restes celui qui vient d'ailleurs. Et est-ce que tu te sens chez toi en Égypte ou tu restes l'étranger? Et si oui, ça te pèse ou tu t'en sors, je sais pas comment tu t'en sors, enfin, ou tu t'es accommodé comme tu le disais tout à l'heure. Mhm. Ok, ben l'accommodation en soi n'est pas en fait une façon de dire que je me sens égyptien. Non, Mhm. je sens plus que je suis à l'aise de communiquer ou de vivre en Égypte dans le sens que j'y travaille et je fais également ma vie ici en Égypte. Cependant, très Mhm. très important, surtout pour un expatrié, de ne jamais, jamais, jamais oublier qu'il vient d'un autre pays. Parce que Ok. ton pays reste ton pays. Tes origines restent tes origines. Tôt ou tard, on va te le rappeler. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu obtiens comme papier, je sais pas, peut-être la nationalité d'un autre pays, Mhm. un jour, on va te le rappeler. Donc, on va pas rentrer dans la politique, mais Ouais, ouais, regarde bah toi-même ce qui se passe en Occident. Bref. ouais, ouais. Donc, j'ai toujours l'aisance d'être en Égypte. Je n'ai aucun problème parce que je ne cherche aucun problème à qui que ce soit. Mhm. Cependant, je reste persuadé que euh, mon cœur et ma vie doivent se terminer dans mon pays. Ouais, c'est Ça, c'est c'est très beau sûr. ça, ouais. Ouais. Peu importe le nombre d'années qu'on va faire ou la vie qu'on va construire dans le pays d'accueil, et on oublie jamais le pays d'origine, quoi. C'est la racine, c'est ce qui nous Bah oui, porte en fait, c'est ce qu'on porte exact, aussi. Et exact. on parle tout le temps. Et d'ailleurs, ce que je disais, enfin, on parle tout le temps de la migration vers l'Europe. C'est le récit qui est dominant, celui qu'on voit dans les médias, celui que voilà, celui que les familles projettent très souvent. Mais il existe une autre migration plus silencieuse, j'ai envie de dire, qui est moins racontée, celle des Africains qui bougent à l'intérieur du continent. Et toi, tu en es un exemple concret. Et franchement, c'est pourquoi je te disais que j'étais impatient de te recevoir parce que j'ai reçu plusieurs invités ici qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu vois. Et là, c'est super intéressant. J'ai reçu une dame aussi qui vivait ici, mais qui voilà, une dame rwandaise et qui est rentré, qui vit au Rwanda. Ça fait toujours plaisir, en tout cas, de recevoir des personnes, en tout cas, qui ont un autre regard, qui sont sur le continent et qui connaissent ces questions, en fait, cette question migratoire. Et donc, c'est quoi la différence avec ce qu'on imagine de la migration vers l'Europe? Toi qui le vis de l'intérieur, par exemple,
Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que partir en Afrique, c'est moins bien que partir en Europe ou aux États-Unis? Bon, bien, Ouais, disons que c'est vrai que c'est une question que tout le monde vraiment se pose. ouais, Et surtout, ça permet d'élargir un peu les champs de décision que nous avons. Donc, la question migratoire dont on parle beaucoup moins, c'est vraiment dommage parce qu'elle concerne bien la plupart, bien plus de gens. La majorité des migrants africains restent en Afrique, ouais. pas en Europe. Et pourtant, le narratif médiatique, c'est toujours la Méditerranée, etc. Moi, la différence la plus concrète, c'est que vraiment en Afrique, euh, je pense que je suis plus proche de ce que je veux, comme Ok. côté culture Mhm. et surtout, c'est plus personnel, comme tu l'as dit, côté religieux. Ouais, ouais. Donc, religieusement parlant, je me sens plus proche étant ici en Afrique que à l'Occident. Parce que, oui, certes, il y a je sais pas, mon besoin le plus ardu, c'est que mes enfants aient eu une éducation purement africaine. Ça, Parfait. c'est une chose que je tiens à cœur et je le dis haut et fort. C'est pas pour décourager certaines. Chacun peut faire ce qu'il veut, mais c'est mon point de vue. Et je Ok. pense que l'Afrique a une meilleure éducation à offrir à ses enfants que je vais pas comparer. Non, mais ça me fait penser à un gars qui a vécu ici, mais qui est rentré, qui est en Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il s'appelle Moula. Ils ont un podcast qui s'appelle Entrepreneur State of Africa. Je l'ai écouté un jour, il disait qu'il n'aimerait pas que ses enfants grandissent dans un environnement où ils sont minoritaires. C'est-à-dire sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan professionnel. Il préfère que ses enfants grandissent dans un environnement, voilà, où ils vont pas être considérés comme minoritaires, discriminés, tout ce que tout quoi. Et donc lui, enfin, il vit aujourd'hui, il est entrepreneur, il vit en Côte d'Ivoire. Mais c'est super intéressant. Merci d'avoir partagé cette approche, ce regard aussi que toi tu as, voilà, à partir de l'Égypte et du Burkina. On approche à la fin, on approche de la fin de cet épisode Mhm, et mhm. j'ai envie qu'on finisse sur quelque chose d'utile aussi, de concret, parce qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast en ce moment et qui sont exactement dans ce carrefour-là. On parle de migration-là. Et ils ont envie de partir. Ils ne savent pas où. Et l'Europe ou les États-Unis en tout cas leur semble être la seule option. Je pense aux jeunes aujourd'hui qui envisagent la migration coûte que coûte en fait. Et est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais à un jeune Burkinabé, à un jeune Malien, un jeune Guinéen, un jeune Sénégalais qui hésite entre partir en Europe ou tenter sa chance dans un autre pays africain? Déjà, moi, je pense que mon idée principale part du fait que l'Afrique regorge de tout ce qu'il faut. Quand je dis l'Afrique, je parle de tous les pays y compris. Ça n'aurait pas été l'Égypte, ça aurait été un autre pays où je serais allé, mais Ouais. africain. Pourquoi? Parce que en fait, le but de mon voyage ou encore de mon aventure est de réussir à acquérir quelque chose, peu importe dans quel domaine. Ça aurait pu être dans le domaine footballistique. J'allais me porter bien sûr sur le point d'être entraîneur d'équipe, c'est ça. Ouais. Ça aurait pu être, je sais pas moi, je dis n'importe quoi dans un autre domaine tel que la construction de bâtiments. J'allais plus me pencher sur retourner chez moi pour mettre en pratique l'expérience que j'ai acquis dans le domaine de bâtiments chez moi au pays et bien sûr dans toute l'Afrique également possiblement. Donc tout dépend vraiment de qu'est-ce que le jeune là il veut acquérir comme expérience, qu'est-ce qu'il Mm. veut aller faire. Donc ne te lève pas du jour au lendemain dire que je vais à l'aventure. Non, qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est quoi le but? Ok. Maintenant tu peux arriver et
tombes sur autre chose, au moins tu as un but dès le départ. Au moins tu as un objectif. Que même si, en visant cet objectif-là, tu l'as raté, tu allais toucher un autre objectif, ça te recentralise, au lieu que ça te laisse dans le vide. Et c'est ça l'erreur que beaucoup de jeunes font actuellement, pardon. Ce qu'ils font, c'est que l'objectif est de viser un but. Donc, et quand ils arrivent à l'extérieur, ils ratent l'objectif. Et finalement, c'est fini. Il n'a plus de vie, tombe dans tout ce qui est vice. Ouais. Sachant que c'est un diminutif, malheureusement, et c'est très, très négatif de se focaliser sur un seul objectif. Oui, il faut avoir un objectif, certes, mais l'objectif n'est pas une finalité. Disons que si je prends par exemple les grands qui sont actuellement très riches, les grands richards du monde actuellement, tels que Elon Musk ou peu importe, ils n'avaient pas cet objectif-là de créer tout ce qu'ils ont créé actuellement. C'est petit à petit que, quand Il l'a ça fait venait, progressivement, ouais. progressivement. Donc, déjà l'ambition, c'est une chose, mais en même temps aussi, vise tes objectifs par rapport à ce que tu as sur le terrain. Donc, en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu as comme situation. Et ces choses que j'ai faites en Égypte, quand je suis arrivé, j'étais dans le football, j'ai viré en technique, call center, et me voici aujourd'hui. Donc, c'est pas impossible. Au lieu de tomber dans dans les vices qui vont me ramener au pays, peut-être même pas que je suis vivant ou même pas que voilà, etc. Donc, disons que c'est principalement ce conseil-là que je donnerais à un jeune qui souhaiterait faire le pas, faire l'aventure. C'est un très, très bon conseil. Un très bon conseil. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé. Et, on a fait le tour. Le call center, les promotions, le pivot tech, la boîte d'IA, Ania AI. Et on a parlé aussi de ton séjour ou de ta vie au Caire, où tu vis depuis plus de 10 ans. Si tu devais résumer ta trajectoire en une phrase, pas pour LinkedIn, hein, parce que moi j'allais faire un tour sur ton LinkedIn, Mhm, c'est super, parce que j'ai pris le temps de faire une recherche pour préparer voilà bien sûr. l'émission de l'épisode et c'est super, c'est un super bon parcours. On en a parlé tout au long de l'épisode. Mais si tu devais résumer ta trajectoire en une phrase, vraiment pour toi, hein, tu dirais quoi? Je dirais un jeune un jeune adolescent qui était de Ouaga, qui a Mhm. appris à construire loin de chez lui et qui revient maintenant avec les outils pour bâtir. J'ai passé 10 ans à répondre à des besoins des autres et maintenant j'apprends à construire les miens. Donc, Excellent. c'est plus ça que je dirais. Ah, c'est du lourd, c'est du lourd. Non, j'aime bien ta vision, ta manière de voir les choses, ton ambition, ta vision. Tu sens que c'est quelque chose que tu as depuis. Tu vois, ta trajectoire, elle est formidable, franchement. Oui. Tu pars de loin et là, tu vois, pour résumer tout ça, tu n'oublies pas d'où tu viens en fait. Tu parles de cette adolescence, enfin, de ton adolescence. Et là, bah, parti, tu as vécu plein de choses, tu as construit quelque chose, mais tu restes pas là-bas. Tu t'es dit, bah, tu dois quelque chose à ton pays ou à l'Afrique, quoi. Tu veux transmettre quelque chose et c'est bien à travers l'entrepreneuriat parce que tu aurais pu monter une asso ou une ONG ou je sais pas moi, t'engager en politique, c'est bien possible, mais tu as préféré voilà, entreprendre, créer quelque chose, créer des solutions pour répondre à des besoins qui sont quand même réels et précis. Moi, j'apprécie ça. Et pour finir, j'ai deux dernières questions, celles qu'on Ouais. garde pour la fin d'ailleurs, quand la confiance est là, quoi. On a pris beaucoup Ouais. de temps, je sais. Et, alors, quelle est la chose que tu n'as jamais dite publiquement sur ton parcours et que tu peux dire ici? Parce que là, c'est le podcast de Télé. Ok. Bon, disons pour une exception.
Parfait. Écoutez, il faut dire la vérité. Pour un migrant, c'est pas évident. La solitude, la famille, passer des années ici, souvent, je me sers, je me sens, en fait, au fond du gouffre, en fait. Et je me demande, et ici, ça, c'est des questions intrinsèques à moi-même que je me pose, que j'essaye de répondre. Fort heureusement, fort heureusement, il y a plus de parents qui me soutiennent. Et quand je les ai au bout de la ligne, je comprends bien leur ressenti. Je sais qu'également, le garçon est parti, ça fait des années qu'ils veulent aussi profiter de leur jeune garçon, parce que pour eux, même si j'ai 70 ans, je reste toujours leur bébé, hein. Exactement. C'est normal, C'est naturel. tout à fait. Et la famille, les amis, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais au pays, c'est des choses qui me manquent. Et c'est en même temps aussi une force pour moi, parce que je me dis, ça me manque, oui, tout ça me manque, mais c'est une force pour moi parce que je vais retourner et faire plaisir à tout ce monde. Je vais les Parfait. mettre bien Ouais. dans une position où ils se sont occupés de moi, ils se sont battus pour moi, ils ont fait tout tout ce qu'ils pouvaient faire en tant que parent pour que je devienne ce que je suis. C'est ça vraiment qui me propulse, qui est mon carburant en tant que tel. Et vraiment, je te remercie pour cette question-là, mais ça a réveillé les Ouais, choses. bah, franchement, ouais, je comprends et c'est naturel, hein. C'est Enfin, évident. on pense aux parents, on salue les parents et Ouais, toute la famille, hein. Franchement, c'est super, super de t'entendre comme ça. C'est vrai que il n'y a pas que toi qui vit tu vois, ce genre de situation, que la vie à l'étranger, quand on n'est pas sorti de son pays, c'est difficile, en fait, de l'imaginer, mais pour ceux qui vivent à l'étranger, il y a des périodes où on se pose plein de questions. Enfin, c'est difficile très souvent. Enfin, mais comme tu le dis, en fait, on arrive voilà, avec la bénédiction des parents, avec l'entourage et tout ce que tout la famille, quoi. En général, on arrive à s'en sortir, quoi. Et c'est bien. En tout cas, merci. Et une toute dernière question. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi après cet échange? bon, euh, déjà, je veux que les gens retiennent qu'il y a d'autres chemins. On n'est pas obligé de partir en Europe pour construire ou en l'Occident pour construire sa vie, construire quelque chose. Euh, qu'un Burkinabé veut bâtir une entreprise tech au Caire Euh, et un homme la faire intègre. rayonner partout. Ah oui, et la faire rayonner partout, c'est ça vraiment l'essentiel avec l'aide de Dieu. Et qu'on peut par exemple déjà commencer à un call center et finir en fait à un architecte, Ouais, on va dire, à architecturer des solutions AI pour des gouvernements ouais, et des compagnies, etc. Bon, franchement, c'est ça qu'on souhaite, hein. ouais. C'est ce que C'est je une veux que les fierté, quoi, gens en fait. retiennent, Ouais, franchement, oui. franchement, c'est une fierté. Moi, je suis fier de ton parcours, franchement. Et merci beaucoup, Nasser. Et pour ta sincérité, pour tout ce que tu as partagé ici, le parcours, vision, les conseils. Et franchement, c'était une masterclass. C'est exactement le genre d'échange, en fait, qui donne envie d'avancer. Et ce, dans tous les plans, enfin, sur tous les plans. Et merci à vous qui avez suivi jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui en a besoin. Abonnez-vous aussi pour ne rater aucun épisode, c'est gratuit. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle trajectoire. À bientôt, Inch'Allah. Merci, Nasser. Merci à tous. Merci à vous.